Qu'est-ce qui fait que certains hommes luttent constamment, tandis que d'autres traversent le chaos sans se briser? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains s'effondrent face à de petites pressions, alors que d'autres endurent les tempêtes sans perdre leur cap? Ce n'est pas une question de quotient intellectuel. C'est une question de sagesse. Tout dépend de la manière dont ils interprètent ce qui leur arrive et de la façon dont ils y répondent. Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe cette phrase bien précise de véritables signaux d'alerte verbaux qui révèlent un esprit faible et une âme fragile. Elle paraît inoffensive, presque banale, mais elle porte en elle une mentalité de défaite. Si tu te surprends à prononcer ne serait-ce qu'une seule de ces phrases, tu es en train de saboter ton propre pouvoir sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ces saboteurs silencieux et les remplacer par une vérité plus forte, plus lucide et plus inébranlable. Car il ne suffit pas d'identifier l'erreur, il faut la remplacer par quelque chose de meilleur. Si tu es prêt à abandonner le chemin de l'insensé pour emprunter celui du sage, abonne-toi dès maintenant. Décide qu'aujourd'hui ne sera pas simplement une vidéo de plus regardée, mais un véritable point de bascule. Commençons. La première preuve qu'un homme est insensé est son refus d'accepter la responsabilité. Il peut même paraître sûr de lui extérieurement, mais intérieurement, il fuit le poids de ses propres décisions. Lorsque l'homme stupide, et par « stupide », nous entendons philosophiquement imprudent, fait face à une crise, son premier réflexe est de regarder vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Il cherche immédiatement un coupable, comme si la cause se trouvait toujours hors de sa portée. Il dit « ce n'est pas ma faute, l'économie va mal, mon patron est injuste, ma partenaire est difficile ». Il construit un récit dans lequel il est toujours la partie lésée. Il devient la victime éternelle des circonstances. Quelqu'un qui trouve toujours un responsable, mais ne se trouve jamais lui-même. En accusant le monde, il admet que le monde a du pouvoir sur lui. Il agit sous l'emprise de forces extérieures, comme s'il n'était qu'un spectateur de sa propre vie. Or, un spectateur ne décide jamais de la direction de l'histoire. Il remet volontairement les clés de son bonheur à des étrangers et aux circonstances. Et chaque fois qu'il agit ainsi, il renonce à la seule chose qu'il pourrait réellement contrôler, sa posture face à ce qui arrive. Il se peut qu'il ne contrôle pas l'événement, mais il contrôle toujours la direction de sa réponse. Et lorsqu'il abandonne cette direction, il abandonne tout. Le stoïcien, au contraire, sait que la culpabilité est un gaspillage d'énergie mentale. Il comprend que se plaindre peut soulager l'ego un instant, mais ne résout jamais le problème. Épictète, le grand esclave devenu philosophe, enseignait qu'il existe des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette distinction simple est l'une des idées les plus puissantes jamais formulées. Car au moment où tu la comprends, tu cesses de gaspiller ta force à lutter contre l'inévitable. L'homme insensé tente de contrôler l'extérieur et ignore l'intérieur. Le sage ignore l'extérieur et maîtrise l'intérieur. L'un lutte contre le vent, l'autre apprend à ajuster ses propres mains. L'un se révolte contre la tempête, l'autre se prépare à la traverser. Imagine deux capitaines naviguant au cœur d'une tempête. Le capitaine insensé crie contre le vent, maudit les vagues trop violentes, accuse les dieux de cruauté. Il gaspille son énergie à se plaindre de la mer, comme si celle-ci avait le devoir de lui obéir. Il abandonne la barre pour protester. En cherchant à contrôler l'extérieur, il laisse le navire dériver. Son indignation ne fait pas avancer le bateau, elle l'éloigne du contrôle. Le capitaine sage, lui, observe la même tempête et ne dit rien. Non parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il sait que la peur ne dirige pas un navire. Il ressent la pression, mais ne lui permet pas de gouverner ses mains. Il sait que la tempête se moque de son opinion. Alors il ajuste les voiles. Il serre la barre plus fermement. Il se concentre uniquement sur ce qu'il peut faire, piloter. Pendant que l'un perd du temps à exiger que le monde change, l'autre change ses propres actions. Et c'est cette différence qui décide de celui qui atteint le port. Quand tu dis « ce n'est pas ma faute », tu agis comme le capitaine qui crie contre le vent. Tu déclares ta propre impuissance. Tu dis, sans même t'en rendre compte, « je n'ai pas le choix ». Or, tout homme qui croit ne pas avoir le choix a déjà abandonné son pouvoir. Le stoïcien comprend que même si l'événement n'est pas de sa faute, la réponse, elle, est toujours de sa responsabilité. L'événement peut venir de l'extérieur, mais l'attitude naît à l'intérieur. Blâmer, c'est rester un enfant. Accepter la responsabilité, même pour des désordres que tu n'as pas créés mais qui sont désormais devant toi, c'est le premier pas vers la maturité. C'est prendre le commandement même lorsque tu n'es pas à l'origine du problème. C'est le moment où tu cesses de demander « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et où tu commences à demander « que puis-je faire maintenant ?» Cette seconde question ouvre toujours une possibilité que la première n'ouvrira jamais. Tant que tu es occupé à pointer du doigt, tes mains sont prises. Et des mains occupées à accuser ne construisent jamais de solution. Lorsque tu assumes la responsabilité, tes mains sont enfin libres d'agir. C'est cela qui transforme ta vie, tes actions et ton caractère. Car la responsabilité n'est pas un fardeau,
c'est du pouvoir déguisé. La deuxième preuve est peut-être le mensonge le plus dangereux qu'un homme puisse se raconter à lui-même. Il dit « il m'a fait perdre patience ». Cette phrase implique que son état émotionnel est comme un appareil télécommandé, et que tous ceux qui l'entourent tiennent une télécommande entre leurs mains. Comme si chaque personne possédait un bouton capable d'activer sa colère, sa frustration ou sa tristesse à volonté. Comme si son équilibre dépendait toujours de l'humeur des autres. L'homme insensé croit que les insultes, les embouteillages ou les personnes mal élevées l'obligent à réagir. Il agit comme s'il n'avait pas le choix, comme si la réaction était inévitable. Il ne considère jamais la possibilité de répondre avec maîtrise, il se contente de réagir par impulsion. Il devient une marionnette manipulée par les comportements d'autrui. Si quelqu'un le provoque, il explose. Si quelqu'un l'ignore, il se vexe. Si quelqu'un le critique, il se déstabilise. Si le monde est aimable, il sera heureux. Si le monde est cruel, il sera malheureux. Il ne possède aucune force mentale. Sénèque, l'homme d'État romain, a un jour déclaré « La colère est une folie temporaire ». Il décrivait la colère non pas comme un signe de force, mais comme un signe de faiblesse, un effondrement de la raison, un moment où l'émotion prend le contrôle et détourne le gouvernail de l'esprit. L'interprétation crée l'émotion. L'homme imprudent est esclave de ses impressions immédiates. Il confond la première sensation avec la vérité finale. Il ne remet pas en question ce qu'il ressent, il obéit simplement à son ressenti. Le stoïcien, lui, marque une pause. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Il comprend qu'une insulte est comme une pierre lancée contre une falaise. Si la falaise est solide, la pierre rebondit. La pierre n'a aucun pouvoir sur la montagne, elle ne fait que révéler sa solidité. De la même manière, l'offense ne te définit pas, elle met simplement ta structure à l'épreuve. Si tu t'irrites facilement, tu es facilement contrôlable. Celui qui contrôle ta réaction te contrôle toi. Ne remets à personne ce pouvoir sur toi. Protège ton esprit comme tu protégerais ta maison, en ne laissant pas n'importe qui entrer pour y semer la destruction. Car, au fond, la liberté émotionnelle consiste à choisir comment répondre et non à réagir par impulsion. Troisième signe, l'homme insensé vit toute sa vie dans le futur. Il dit « Je serai heureux quand j'obtiendrai cette promotion. Je serai heureux quand j'achèterai cette maison. Je serai heureux quand je prendrai ma retraite. » Il place toujours la joie dans le prochain accomplissement, jamais dans l'étape présente. Il transforme chaque objectif en condition préalable pour s'autoriser à ressentir quelque chose qu'il pourrait pourtant cultiver dès maintenant. Il traite l'instant présent comme une salle d'attente, un simple obstacle à franchir pour atteindre un paradis imaginaire. Comme si la vraie vie n'avait pas encore commencé. Comme si le maintenant n'était qu'une répétition pour quelque chose de mieux. C'est la définition même de l'anxiété et de l'insatisfaction. Car l'esprit qui vit dans le demain, ne vit jamais réellement dans le futur, il est absent du présent. Il ne se repose jamais dans l'aujourd'hui. En liant son bonheur à des événements futurs, il garantit sa propre misère au présent. Le futur est incertain, mais la frustration de ne pas y être encore est immédiate. Il souffre deux fois, de l'absence de ce qu'il désire et de l'incapacité à apprécier ce qu'il possède déjà. Marc Aurèle, l'empereur de Rome qui possédait tout ce qu'un homme peut désirer, richesse, pouvoir, renommée, se rappelait chaque jour de trouver le contentement dans le devoir présent. Un ordre donné contre la dispersion de l'esprit. Il écrivait « Limite-toi au présent ». Une instruction simple, mais radicale. Il comprenait que le futur est un brouillard et que le passé n'est qu'un souvenir. Le présent est la seule réalité que nous possédions. C'est l'unique point où l'action et la conscience se rencontrent. C'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Il existe une parabole à propos d'un riche entrepreneur qui voit un pêcheur se reposer à midi près de sa barque, riant avec sa famille. L'entrepreneur lui demande « Pourquoi ne pêches-tu pas davantage ? Tu pourrais acheter plus de bateaux, construire une flotte et, avec le temps, monter une usine de conserverie. » Le pêcheur demande alors « Et ensuite ?» L'entrepreneur répond « Ensuite, tu pourrais prendre ta retraite, t'asseoir au bord de la mer, te lever plus tard et profiter de ta famille. » Le pêcheur sourit et dit « Monsieur, que croyez-vous que je sois en train de faire en ce moment même ? » L'homme insensé court sur un tapis roulant, poursuivant un horizon qu'il n'atteint jamais. Chaque conquête crée simplement une nouvelle condition pour être heureux. Il atteint le sommet d'une montagne pour découvrir qu'une autre l'attend déjà. Il reporte le fait de vivre jusqu'à être trop vieux pour en profiter. Il se promet qu'un jour il se reposera, mais n'autorise jamais ce jour à être aujourd'hui. Le stoïcisme ne prône pas l'absence d'ambition. Il s'agit d'une action ambitieuse sans attachement désespéré au résultat. Travailler avec intensité, sans vendre sa paix intérieure comme paiement anticipé. Construire l'avenir sans abandonner le présent. Si tu ne peux pas trouver la paix dans la personne que tu es aujourd'hui, tu ne la trouveras pas avec 1 million demain. Tu seras simplement un homme riche et malheureux. Les circonstances changent le décor,
mais elles ne transforment pas automatiquement l'état intérieur. Celui qui ne sait pas habiter l'instant présent ne saura habiter aucun lieu. Cesse d'attendre pour vivre. Le seul moment où tu peux faire l'expérience de la vie, c'est maintenant. Le futur ne sera qu'un autre présent lorsqu'il arrivera, et si tu n'apprends pas à l'habiter aujourd'hui, tu le gaspilleras aussi. Quatrième signe, c'est le cri de l'homme qui croit que l'univers lui doit le confort. Lorsque la tragédie survient, lorsqu'il perd de l'argent ou tombe malade, l'homme insensé se sent personnellement attaqué. Il ne voit pas l'événement comme faisant partie de la condition humaine, mais comme une offense dirigée exclusivement contre lui. Il perçoit les difficultés comme une injustice et demande « Pourquoi moi ? Je suis pourtant une bonne personne. » Ce n'est pas juste. Derrière cette question se cache une supposition silencieuse. L'idée que la vie devrait récompenser le bon caractère par la facilité, que la bonté garantirait le confort et que l'effort offrirait une immunité contre la souffrance. Il résiste à la réalité, et cette résistance crée le véritable malheur. Car il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est l'impact de l'événement. La souffrance est l'histoire que l'on construit autour de cet impact. La douleur arrive. La souffrance, elle, se nourrit. Plus il lutte contre le fait que quelque chose soit arrivé, plus il se blesse. C'est comme tomber et, en plus de la chute, refuser d'admettre que l'on est à terre. Tant qu'il nie la chute, il n'utilise pas ses mains. Et s'il n'utilise pas ses mains, il ne peut pas se relever. Le stoïcien, lui, adopte un principe appelé amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement de tolérer ce qui arrive, mais d'intégrer ce qui arrive comme une partie nécessaire de sa propre croissance. Il ne demande pas seulement « comment survivre à cela », mais aussi « comment cela peut-il me renforcer ?» Il ne s'agit pas seulement de supporter, mais d'accepter avec dignité. Pas seulement d'accepter, mais d'utiliser. Imagine l'entraînement avec un champion. Tu montes sur le tatami, il te projette au sol. Tu forces, tu transpires, tu saignes parfois. Tu découvres des limites dont tu ignorais l'existence et tu commences à les dépasser. Chaque chute à l'entraînement est un ajustement invisible de ta technique. L'homme insensé demande « Pourquoi l'entraîneur me déteste-t-il » Le sage comprend que l'entraîneur essaie de faire de lui un champion. Il sait que l'inconfort est une préparation déguisée. La vie est cet entraîneur. Chaque difficulté est une séance d'entraînement que tu n'as pas choisie, mais que tu dois affronter. Ignorer l'entraînement n'annule pas le championnat, cela te laisse simplement mal préparé. Quand tu demandes « Pourquoi cela m'arrive-t-il » tu refuses l'entraînement. Tu dis que tu préfères le confort à la croissance. Veux-tu une vie tranquille ? Une vie trop tranquille est une vie de stagnation. Sans résistance, il n'y a pas de force. Sans défi, il n'y a pas de vertu éprouvée. Sans pression, il n'y a pas de révélation du caractère. Marc Aurèle remerciait les dieux pour ses difficultés, car elles lui permettaient d'éprouver sa vertu. Il savait que le caractère ne se développe pas en l'absence de pression, mais sous elle. Un leadership sans épreuve n'est qu'une apparence. Quand le feu brûle, tout ce que tu y jettes devient combustible. L'homme insensé est éteint par le vent. Le stoïcien est le feu qui brûle plus vivement à cause de lui. Pour lui, l'adversité n'est pas de l'eau qui éteint, mais de l'air qui intensifie la flamme. Plus le vent est fort, plus il choisit de brûler haut. Cesse de demander « pourquoi ?» Commence à demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Quelle part de moi est en train de se renforcer ? Quelle vertu m'est demandée maintenant ?» Au moment où tu changes la question, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens un élève de la vie. Et les élèves grandissent. Les victimes, elles, se contentent de se plaindre. Cinquième signe, au moment où un homme pense qu'il sait tout, il cesse de grandir. La phrase « je sais déjà » est la pierre tombale de l'intelligence. Elle paraît inoffensive, mais elle ferme des portes invisibles. L'homme insensé protège son ego en se donnant l'illusion d'être un expert. Il écoute pour répondre, non pour comprendre. Pendant que l'autre parle, il prépare déjà sa défense. Il n'est pas réellement présent dans la conversation, il attend simplement son tour pour réaffirmer ce qu'il croit. Pour lui, apprendre signifie admettre qu'il était incomplet, et cela blesse son orgueil. Pourtant, toute croissance commence précisément par la reconnaissance de ses propres limites. Il est rigide comme une branche sèche, et parce qu'il est rigide, il se brise facilement. La moindre critique le froisse, la moindre correction l'offense. Épictète, qui était professeur, renvoyait de ses cours les élèves arrogants. Il disait, il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. Si la tasse est pleine, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Le problème n'est pas d'avoir du contenu dans la tasse, mais de croire qu'elle est déjà complète. Une histoire zen illustre parfaitement cette vérité. Un érudit rendit visite à un maître pour apprendre le zen. Pendant qu'il servait le thé, le maître remplit la tasse du visiteur, et continua de verser. Le thé déborda, se répandant sur la table et sur les vêtements de l'érudit. Celui-ci s'écria « Arrêtez !
La tasse est pleine, elle ne peut plus rien contenir. Le maître répondit, comme cette tasse, tu es plein de tes propres opinions et spéculations. Comment pourrais-je te transmettre la sagesse si tu ne vides pas d'abord ta tasse? L'homme insensé avance dans la vie avec la coupe pleine, défendant ses idées comme s'il s'agissait d'un territoire. Il transforme ses opinions en identité et tout désaccord en attaque personnelle. Il préfère avoir raison plutôt que d'évoluer. Il a peur de dire « j'avais tort » parce qu'il confond l'erreur avec la faiblesse. Pourtant, la véritable faiblesse est l'incapacité de revoir sa propre position. Celui qui ne change jamais d'avis n'élargit jamais sa vision. Le stoïcien, lui, cultive l'esprit de l'étudiant. Il comprend que chaque personne peut lui apprendre quelque chose, même un adversaire. Il est prêt à paraître naïf à court terme pour devenir sage à long terme. Il pose des questions, écoute avec une attention sincère, admet ses erreurs sans drame. Il valorise la vérité plus que sa propre vanité. Pour lui, changer d'opinion face à un meilleur argument n'est pas une défaite, c'est une croissance. C'est un signe de force intérieure, non d'instabilité. La véritable sagesse commence lorsque tu prends conscience de l'immensité de ce que tu ne sais pas. Et cette prise de conscience ne te diminue pas, elle t'élargit. Plus la conscience de ta propre ignorance est grande, plus ton ouverture est vaste. Et plus l'ouverture est grande, plus la croissance est profonde. Si tu veux continuer à évoluer, garde la tasse légèrement vide. Non pour nier ce que tu sais déjà, mais pour permettre à quelque chose de nouveau d'y trouver sa place. L'humilité intellectuelle ne réduit pas ton autorité, elle renforce ton évolution. Car l'homme qui croit être arrivé au sommet cesse de monter, tandis que celui qui continue à monter ne déclare jamais qu'il est arrivé. 6e signe, je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps de lire, de faire du sport, de réfléchir. L'homme insensé exhibe son occupation comme une médaille d'honneur. Il parle de sa fatigue comme d'une preuve d'importance. Il confond le mouvement avec le progrès. Il mesure sa valeur à l'agenda rempli, non au résultat qu'il produit. Il croit que courir toute la journée signifie avancer. Pourtant, courir en rond n'est pas avancer, c'est seulement dépenser de l'énergie. La plupart du temps, je n'ai pas le temps, est un mensonge confortable. Ce que cela signifie réellement, c'est, ce n'est pas une priorité. Il a 2 heures pour faire défiler son téléphone, mais pas 10 minutes pour méditer. Il a du temps pour des séries interminables, mais pas pour une marche en silence. Il a du temps pour se distraire, mais pas pour se développer. Un agenda surchargé ne révèle pas un manque de temps, il révèle un manque de décision. Sénèque a écrit un essai entier intitulé De la brièveté de la vie. Sa conclusion est claire, la vie est suffisamment longue, si l'on sait l'utiliser. Il observait que les hommes protègent leur argent avec zèle, ils ne laisseraient pas un inconnu leur voler leur portefeuille, mais ils laissent n'importe qui leur voler leur temps. Ils défendent des pièces, mais offrent des heures. Ils échangent des minutes précieuses contre des distractions triviales. Ils consacrent des heures à des disputes stériles, des jours à des divertissements futiles, et des années à des emplois qu'ils détestent, en se disant qu'un jour ils changeront. Or, ce « un jour » arrive rarement. Imagine que tu disposes d'un compte bancaire qui dépose 86 400 € chaque matin. À la fin de la journée, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît. Tu ne peux ni épargner, ni transférer, ni récupérer. Tu dépenserais chaque centime avec soin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ta vie. Tu reçois 86 400 secondes chaque jour. Et, contrairement à l'argent, elles ne reviennent jamais. L'homme insensé laisse ses secondes s'écouler, distrait et sans direction. Il vit en réagissant aux notifications, en éteignant des incendies insignifiants, en disant oui à tout et à tout le monde. Il devient trop occupé pour ce qui compte vraiment. Trop occupé pour lui-même. Le stoïcien, lui, traite le temps comme sa ressource la plus précieuse. Il élimine l'inessentiel. Il dit non au bon pour pouvoir dire oui à l'excellent. Il comprend que chaque oui automatique est un non silencieux à quelque chose de plus grand. Quand un homme dit qu'il n'a pas le temps de s'améliorer, il agit comme quelqu'un qui conduit sans jamais s'arrêter pour faire le plein. Tôt ou tard, il tombera en panne. Et lorsqu'il sera contraint de s'arrêter, il réalisera qu'il a toujours eu le choix, il ne l'a simplement jamais exercé. Ne sois pas cet homme qui, sur son lit de mort, découvre qu'il a toujours été occupé, mais qu'il n'a jamais vraiment vécu. L'occupation sans direction est la cage ultime. La liberté commence lorsque tu décides où ton temps sera investi, et où il ne sera plus gaspillé. Car le temps bien utilisé ne remplit pas seulement des journées, il construit un destin. 7e signe. L'homme insensé vit sa vie pour un public qui ne le regarde même pas. Il achète des choses dont il n'a pas besoin, avec de l'argent qu'il n'a souvent même pas, pour impressionner des personnes qui, au fond, ne lui plaisent pas. Il construit une vitrine, mais ne se construit jamais lui-même. Il vit préoccupé par l'apparence, par l'image, par le récit extérieur, mais il se demande rarement s'il est satisfait lorsque personne ne le regarde. Il s'efforce de maintenir une image qui exige un entretien constant, comme si son identité dépendait de l'approbation des autres.
Il craint le jugement, censure ses véritables pensées, réprime sa nature pour s'intégrer. Il rit quand ce n'est pas drôle, acquiesce quand il est en désaccord, se façonne pour éviter le rejet. Il aspire à la validation de la foule, ce faisant, devient prisonnier de sa propre vie. Il n'est plus un homme libre, mais un esclave de l'opinion d'autrui. Son humeur monte et descend au rythme des applaudissements ou des critiques du jour. Marc Aurèle observa ce comportement avec perplexité. Il est étrange, écrivait-il, que chaque homme s'aime plus que les autres, mais accorde plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la sienne. Il comprit que beaucoup d'hommes vivent dans un conflit intérieur, ils prétendent avoir confiance en eux, mais dépendent entièrement de l'approbation extérieure. Pense à un acteur sur scène. S'il passe toute la pièce à observer le public pour vérifier s'il applaudit, il oubliera son texte, trébuchera sur le décor et ruinera probablement sa performance. Pour bien jouer, il doit se concentrer sur la technique, sur la vérité de la scène, sur la présence. Les applaudissements sont une conséquence, jamais le centre de l'attention. Lorsque le regard se détourne vers le public, la performance perd son authenticité. L'homme insensé est cet acteur qui observe sans cesse la foule. Il change de personnalité comme un caméléon pour s'adapter. Dans un groupe, il est audacieux, dans un autre, modéré, ailleurs, soumis. Il n'a pas de centre solide, seulement des réactions stratégiques. Le stoïcien, lui, demeure ferme. Il accorde plus de valeur à sa conscience qu'à sa réputation. Il sait que la célébrité n'est que du bruit et que la réputation n'est que ce que les autres croient que tu es. Le caractère, en revanche, est ce que tu es réellement lorsque personne ne te regarde. La réputation peut être manipulée. Le caractère se révèle dans les décisions silencieuses, dans la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais lorsqu'il n'y a aucun témoin. Si tu recherches constamment l'approbation, tu remets aux autres le pouvoir de façonner ton état émotionnel. Une critique ruine ta journée. Un commentaire négatif érode ta confiance. Tu deviens vulnérable à toute opinion passagère et tu vis en état d'alerte, essayant d'anticiper des jugements qui n'arriveront peut-être jamais. Brise ces chaînes. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ils sont déjà bien trop occupés à penser à eux-mêmes pour t'analyser avec l'intensité que tu imagines. La liberté commence lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler la perception des autres. Tu n'as qu'une seule vie à vivre, et elle ne doit pas être jouée pour un public distrait, mais construite avec intégrité devant ta propre conscience. C'est cette phrase, blâmer les autres, justifier la colère, remettre le bonheur à plus tard, rejeter le destin, feindre le savoir, gaspiller le temps et craindre l'opinion d'autrui, sont les murs d'une prison que tu as toi-même bâtie. Elle n'est pas visible, mais elle est bien réelle. Elle limite tes décisions, affaiblit tes choix et réduit ton potentiel. Ces murs n'ont pas été imposés par le monde. Ils ont été dressés, brique par brique, par des habitudes mentales répétées au fil du temps. Chaque excuse était une brique. Chaque plainte renforçait la structure. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette vérité. Si tu as construit cette prison, tu peux aussi la démonter. La porte n'est pas verrouillée. Tu peux sortir à tout moment. Pas demain. Pas quand les circonstances s'amélioreront. Maintenant. Le moment de la décision ne dépend pas du décor, mais de ta volonté d'agir autrement. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il consiste à supprimer la stupidité. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais lucide. C'est apprendre à regarder le monde avec clarté et à agir avec courage. C'est remplacer la réaction automatique par un choix conscient. C'est reprendre le contrôle de ton esprit avant que le monde ne le fasse à ta place. La prochaine fois que ces mots tenteront de sortir de ta bouche, ce n'est pas ma faute. Il m'a fait perdre patience. Un jour, je commencerai. Ce n'est pas juste. Je le sais déjà. Je n'ai pas le temps. Que vont-ils penser de moi? Arrête-toi. Reconnais que c'est précisément à cet instant que tu décides qui est aux commandes. Ce minuscule espace entre l'impulsion et la parole est l'endroit où se forge le caractère. Avale ces phrases. Remplace-les par la responsabilité, la gratitude et l'amour. Et par l'action. Responsabilité pour ce qui dépend de toi. Gratitude pour ce que la vie t'enseigne. Action pour ce qui peut être fait maintenant. De petites actions répétées construisent une identité différente. C'est un changement de posture. Et une posture répétée devient un caractère. Un caractère maintenu devient un destin. Si cette vidéo a apporté de la valeur à ta vie, ne laisse pas la leçon s'arrêter ici. Aime, commente et abonne-toi à la chaîne. Cela aide le message à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de briser ces chaînes. Merci d'avoir regardé.